Ce projet est financé par Citoyenneté et Immigration Canada. OK, je vois. Oh oui, OK, quelques personnes qui peuvent m'entendre. C'est bon. Oui, OK. En mai, un sondage a été effectué des anciens participants de notre atelier de 2 jours pour découvrir sur d'autres besoins de formation qu'ils avaient. Les problèmes familiaux, les limites professionnelles et les compétences de communication étaient quelques-unes des plus grands choix de thèmes de formation. Ce webinaire et le PowerPoint seront archivés sur le site de web HongFook dans environ une semaine. Pendant la présentation, vous pouvez taper des questions à n'importe quel moment pendant la présentation dans la fenêtre de chat. S'il vous plaît, sélectionnez Send to All Panelists, que tout le monde qui participe peut voir vos questions. Si vous avez des problèmes techniques, s'il vous plaît, appelez le numéro 100-800 que je vous avais donné. Mais tu peux aussi demander à notre agent de support technique ici en tapant votre question dans la zone de chat et sélectionner Send to Host. S'il vous plaît, veuillez poser ces questions en anglais parce que notre agent de support ne parle pas français. À la fin de la présentation, une fois que vous fermez la fenêtre de webinaire, une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec un bref questionnaire d'évaluation. Je suis désolée de vous dire que ça sera en anglais parce que notre évaluateur ne parle pas français. S'il vous plaît, le remplir, cela vous prendra moins d'1 minute. Maintenant, je suis heureux de vous présenter Jean-Paul Jean-Baptiste, notre animateur pour aujourd'hui. Jean-Paul est notre consultant pour notre programme de la santé mentale. Il a plus de 6 ans d'expérience en diversité et l'inclusion avec une spécialité dans les changements organisationnels, la santé mentale, les communautés LGBTQ, l'équité, le VIH-Sida, l'immigration et l'emploi et la planification de outreach communautaire. Jean-Paul travaille en tant que manager des ressources humaines pour une compagnie marketing. Puis, c'est tout pour moi maintenant. Alors, je vais vous donner à Jean-Paul. Et j'espère que tu aimes la présentation. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Envoyez-moi un petit message si vous m'entendez correctement. Donc on va commencer très bientôt. Juste un petit truc technique. Ça va, tout le monde m'entend? Si vous avez des petits problèmes techniques, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Donc, pour commencer, merci à tous d'être ici. Je suis très content d'être là. Ça fait maintenant 3 ans que je travaille avec HongFook sur le programme de la santé mentale explorée. Aujourd'hui, comme Stéphanie vous l'a dit, on va surtout parler un petit peu plus maintenant de la famille, parce qu'on a beaucoup parlé de la santé mentale, on a beaucoup parlé de nos clients, comment les aider par rapport aux différents problèmes de la santé mentale. Maintenant, il y a un gros élément, j'allais dire, un gros facteur très important dans l'établissement de nos clients, c'est évidemment la famille. Donc, on va un petit peu parler de la famille, comment incorporer la famille dans votre programme, dans vos services et comment vous allez aider vos clients. Donc, la santé mentale explorée, série de webinaires. C'est le premier webinaire en français. Donc, on va surtout voir comment travailler avec les familles, les compétences de communication et bien sûr la mise en place de limites. Donc, je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Bien souvent, on vous demande de faire plus que votre travail. Donc, on va voir comment un petit peu mettre en place les limites pour pouvoir aider nos clients. The next one. Perfect.
Donc, travailler avec les familles, compétences de communication et la mise en place de limites. Alors, ce webinaire, enfin, ce PowerPoint a été inspiré d'un livre qui s'appelle Broken Spirit. Donc, c'est un super livre. Donc, si vous avez le temps de le lire, n'hésitez pas. C'est un très, très, très bon livre. Donc, une des phrases que j'adore de Desmond Tutu, c'est « Vous ne choisissez pas votre famille, ils sont un cadeau de Dieu pour vous, comme vous l'êtes pour eux ». Alors, l'impact de l'immigration sur les familles. Alors, nous avons vu que, on va déjà un petit peu voir le contexte, on va dire. Donc, j'ai des petits problèmes techniques. Je vois pas tout. Parfait. Donc, l'impact de l'immigration sur les familles. Alors, l'immigration en général peut être le résultat de la guerre, de la délocalisation à cause des événements naturels, ou alors tout simplement le désir d'améliorer sa situation économique, ou pour l'accès à de meilleures possibilités d'éducation, ou tout simplement le résultat du regroupement familial. Donc, en général, la plupart de nos clients ont différentes raisons, diverses et variées, de choisir l'option de l'immigration. Alors, quels sont les défis auxquels font face les familles? Alors, comme vous le savez, c'est à peu près les mêmes défis auxquels vos clients font face. Donc, les défis auxquels les familles immigrantes font face sont le chômage, la discrimination, l'isolement social, les préoccupations concernant les enfants de perdre leur identité culturelle et linguistique. On va en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. La pauvreté, logement inadéquat, nourriture, vêtements. Le changement de pouvoir dans la famille, car les enfants apprennent l'anglais plus rapidement. Donc ça aussi, on va un petit peu en parler plus en détail. N'hésitez pas, pendant que j'y pense, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à envoyer vos questions à n'importe quel moment. On va essayer de faire ce webinaire le plus interactif possible. Alors, les tensions familiales. Donc, maintenant qu'on sait pourquoi les familles, les raisons de l'immigration, maintenant qu'ils sont arrivés dans ce pays, ça va évidemment créer des tensions familiales. Donc, on va un petit peu explorer les différentes causes, les différents facteurs de ces tensions familiales. Donc, les premières tensions sont évidemment les tensions familiales avec les enfants. Donc, l'assimilation des enfants à la nouvelle culture peut causer des tensions familiales importantes en raison des nouvelles coutumes, sociales, relations, activités, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe en général? Donc, bien souvent, déjà les enfants, par exemple, sont un petit peu plus, je vais dire, exposés à la mode. Donc, vous avez des familles qui sont peut-être un petit peu plus conservatrices ou traditionnelles, qui vont voir leurs enfants arriver avec des piercings, avec des mohawks, avec des signes extérieurs de mode qui ne correspondent pas forcément avec leurs standards. Donc, tout ça, évidemment, va créer des tensions. Donc, il y a aussi un gros problème, par exemple, en matière des enfants, surtout les adolescents et les jeunes adultes, qui sortent avec hors de leur communauté. Donc, on a des couples mixtes, par exemple. Ça aussi, ça crée énormément de tensions. Pourquoi ces tensions, en général? Parce que ces tensions viennent du fait que les parents, bien souvent, ont un peu peur de voir l'identité culturelle de leurs enfants disparaître au profit de la nouvelle identité culturelle du pays d'accueil. Donc ça, c'est un gros problème. On parle souvent des enfants, mais il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est la tension au sein des couples. Donc par exemple, j'ai une question. Est-ce que ces tensions proviennent, petite minute, est-ce que ces tensions proviennent de non-acceptance de la nouvelle culture par les parents? Oui, ça peut être, enfin, est-ce que c'est de la non-acceptance? Pas forcément. Ça peut être tout simplement le fait qu'il y a un désir de vouloir conserver la culture. Donc, c'est pas forcément un rejet de la culture canadienne, mais c'est beaucoup plus un côté très bien. Je sais qu'il faut que mes enfants s'intègrent dans un pays d'accueil, mais je veux qu'ils gardent justement cette culture, que cette culture reste la plus importante. Donc, bien souvent, vu que les enfants normalement sont plus jeunes, donc ils vont entrer dans le système canadien beaucoup plus rapidement. Donc ça, en général, ça crée beaucoup de tensions. Donc c'est un des facteurs, mais ce n'est pas le facteur prédominant. C'est pas forcément de la non-acceptance, c'est
plutôt, j'allais dire, de l'inquiétude. J'espère que ça répond à la question de Clarisse. Donc n'hésitez pas, c'est très très bien, continuez à poser vos questions, j'adore ça. Merci Clarisse. Donc ça c'est une des choses. Donc comme je disais, l'attention au sein des couples. Donc personne ne parle beaucoup au sein des couples. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, quand vous recevez vos clients, surtout ceux qui sont en couple, au début, vous allez avoir les deux partenaires qui arrivent dans votre bureau. Et subitement, il y en aura un des deux qui va disparaître. Il vient pas au rendez-vous, il ne répond pas à vos emails, il ne répond pas à vos coups de téléphone. Bien souvent, c'est la femme qui va prendre l'initiative. Donc, par exemple, vous allez avoir beaucoup de vos clients où l'épouse va arriver et va dire, je viens pour un CV pour mon mari, ou je cherche un travail pour mon mari, ce genre de choses. Donc là aussi, on va voir aussi un certain phénomène de tension dans le couple. Pourquoi? Parce que bien souvent, le mari, par exemple, sera un petit peu plus facilement démotivé. Donc il va rester à la maison, il va regarder la télé, il va pas bouger, ce qui va créer aussi peut-être beaucoup plus de tensions verbales, des abus verbaux au sein de la famille. Donc on trouve beaucoup ce genre de choses. Bien souvent la dynamique du couple change. Donc bien souvent nous avons des familles où le père ou le mari décide de tout ce qui se fait dans la famille, aussi bien la direction, les options, les grandes décisions financières. Et là, il arrive dans un environnement où il ne comprend pas comment naviguer ce système. Donc c'est là où on va voir que l'épouse va prendre la relève, elle va s'occuper de payer les factures, elle va s'occuper de faire les démarches administratives. Bien souvent, ça va être les enfants aussi qui vont faire les démarches administratives. Bien souvent, ça va être les enfants qui vont servir de traducteurs, par exemple. Donc, subitement, on va voir que le rôle ou la dynamique va un petit peu changer pour le chef de famille. Et ça aussi, ça va créer des tensions. Donc ça, c'est une des raisons. Toujours au sujet des enfants, ils peuvent éprouver de la détresse psychologique à cause de la tension ou de l'intimidation à l'école et la honte en raison de leurs origines ethnoculturelles. Donc ça peut se traduire aussi par certains vêtements traditionnels, s'ils sont beaucoup plus isolés d'un point de vue, de groupe ethnoculturel. Je suis sûr que certains d'entre vous, vous avez déjà entendu les histoires en disant, quand j'étais à l'école, quand je suis arrivé à l'école, j'étais le seul africain, j'étais le seul caribéen, j'étais le seul maghrébin dans ma classe, où il y en avait peut-être 2 ou 3 dans mon école, ce genre de choses. Donc ça va créer beaucoup de détresse psychologique chez l'enfant. Donc ça va aussi créer des tensions familiales. Les enfants de parents sans papier, par exemple, ça aussi c'est une chose qu'on ne voit pas, qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça peut créer beaucoup d'anxiété chez les enfants, par exemple. Les enfants de parents sans papier ou les parents de réfugiés peuvent avoir des préoccupations au sujet de leurs parents comme l'arrestation, la détention ou l'expulsion. Donc les enfants sont très conscients de ça, même si de façon, naturelle, les parents essayent de protéger leurs enfants et de ne pas trop l'exposer à ce genre de problématiques. Les enfants vont voir, ils vont forcément voir que ils sont forcément au courant que leurs parents n'ont pas de papier. Donc ça va créer une anxiété chez les enfants en général par rapport à ça. Donc imaginez-vous que les êtres les plus chers pour vous peuvent être déportés du jour au lendemain. Donc c'est tout à fait naturel que vous ayez ce genre d'anxiété chez les enfants. Donc regardez ça par rapport à vos clients. Si vous travaillez dans des écoles aussi, ça peut aussi voir certains comportements de vos élèves. Les familles et les enfants peuvent avoir des niveaux élevés de détresse psychologique qui peuvent se manifester dans un comportement inadapté. La toxicomanie, l'alcoolisme, mauvaise conduite à l'école, on en a parlé, le choix des groupes de pairs inappropriés dans un effort de s'intégrer. Donc bien souvent, on va voir des enfants dans un désir d'intégration, vont se mettre avec les mauvais élèves de l'école, par exemple, vont se mettre à boire, à fumer, alors que traditionnellement, c'est pas forcément quelque chose qui seront exposés, mais c'est une forme de se sentir cool en général, donc
de façon générale, je vais fumer parce que tous les amis de mon école fument. Et c'est cool d'être le mauvais élève, de faire les blagues, d'être un petit peu le mauvais exemple dans les écoles. Pourquoi? Parce que quand on a ce genre de comportement, en général, il y a une forme de respect qui se crée dans la dynamique des écoles. Alors, toujours en continuant, beaucoup ont peut-être vu des choses horribles en quittant leur pays d'origine, ce qui peut amener à des troubles de stress post-traumatique pouvant toucher du tiers à la moitié des personnes concernées. Donc, on a des troubles du sommeil, de la pensée, des images intrusives, de l'anxiété accrue, des rêves pénibles, du comportement, d'évitement, de dépression, de détachement, une hypervigilance, on voit ça souvent chez certains clients, et des explosions de colère. Donc, je pense souvent à ceux qui travaillent avec les jeunes et vous voyez subitement certains de vos adolescents, certains de vos clients qui explosent de colère et vous ne savez pas pourquoi. Et bien souvent, c'est peut-être dû aussi à certains traumatismes. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu le contexte, on va voir un petit peu le résultat des traumatismes. Donc on sait maintenant, pour résumer un petit peu les choses, que le contexte est évidemment les différentes raisons de l'immigration. Maintenant, qu'est-ce que ça crée au sein de la famille, les différentes tensions, les différentes raisons de cette tension. Donc en matière avec les enfants, c'est une intégration, aussi bien dans des phénomènes de mode, des phénomènes de comportement, des phénomènes de langage, par exemple. Bien souvent, on a vu que dans les communautés asiatiques, par exemple, la deuxième génération ne parle plus le mandarin, donc ne peut plus se connecter avec les grands-parents, par exemple. Donc ça aussi, ça crée des tensions. Une autre dynamique, par exemple, c'est les mohawks, les piercings, les tattoos, le maquillage, par exemple. Tout ça crée aussi des tensions. Au sein du couple, le chef de famille n'est plus techniquement le chef de famille. Les enfants qui prennent beaucoup plus de responsabilités en matière d'administration, en matière de démarche, en matière de traduction pour leurs parents. Donc c'est aussi beaucoup de pression pour les enfants, ce qui va créer aussi beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Donc tous ces traumas du pays d'origine, on va voir un petit peu comment ça se passe maintenant sur le résultat et quels sont les impacts que ça a sur les individus. Donc le résultat des traumatismes, j'ai une question de Clarisse. Petite minute. Est-ce que c'est correct pour les parents sans papier d'informer les enfants des difficultés que eux, les parents ont pour éviter peut-être ces préoccupations vis-à-vis des enfants? Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est plutôt du cas par cas. Et en général, même si les parents évitent d'informer les enfants, en général, les enfants vont voir. Parce que bien souvent, les enfants vont avoir le rôle de naviguer les administrations, de naviguer tout le système canadien, de jouer les traducteurs. Donc bien souvent, on va les voir dans des rendez-vous avec des avocats d'immigration, on va les voir dans des rendez-vous avec des organismes d'immigration, on va les voir remplir des papiers d'immigration avec leurs parents. Donc bien souvent, pour le parent, ça va être un peu difficile de cacher cette situation. Et bien souvent, ils vont voir la façon dont ils sont arrivés. Les enfants seront assez conscients de la situation des parents. J'espère que ça a répondu à ta question, Clarisse. Donc, pour continuer, parfait, c'est bien. Les résultats des traumatismes. Donc, on a ce qu'on appelle le soin inerte. Alors, le soin inerte, c'est, j'allais dire, peut-être le traumatisme le plus profond. Donc, la personne qui ont subi c'est ceux qui ont subi le plus de dommages d'un point de vue trauma. Il y a une impuissance extrême. Il y a une perte de la volonté de survivre. Donc c'est vraiment le cas le plus grave, si je puis dire, en matière de traumatisme. Donc en plus de ça, ce soin inerte, il peut être transmis de génération en génération. Donc les parents
où la personne qui a subi ce traumatisme profond va le transmettre aux générations suivies. Donc les générations suivantes vont commencer à transporter ce trauma avec eux de génération en génération. Donc il y a un énorme impact sur la notion de qui ils sont. Donc bien souvent, il y a plus cette notion qui je suis, où je vais, à cause de ce traumatisme profond. Le soi vide. Alors le soi vide, par contre, il est bien souvent, c'est de la passivité, c'est une dépression, c'est un sentiment d'épuisement, mais bien souvent il est assimilé à une forme de dépression. Donc les gens, la plupart du temps, disent que c'est une dépression. C'est en effet une dépression, mais c'est surtout une dépression beaucoup plus profonde, beaucoup plus marquée. Donc c'est vraiment, il y a un sentiment d'épuisement, on est complètement vidé. Donc c'est un petit peu plus, j'allais dire un petit peu plus fort que la dépression, j'allais dire commune. Le soi fragmenté. Alors le soi fragmenté, c'est très intéressant aussi. C'est la diffusion de l'identité. Il y a vraiment un sentiment de fragilité. Il y a un fort sentiment de discontinuité en eux-mêmes et avec les autres. Il y a une énorme anxiété. Il y a une anxiété chronique. Et il y a une méfiance en général qui se pose à ce moment-là. Et vous allez le sentir aussi chez vos clients, cette méfiance, cette peur de divulguer les informations, par exemple. Donc cette méfiance, la construction de la relation avec vos clients sera plus difficile à cause de ce trauma. Donc bien souvent, ils sont pas sûrs de qui ils sont. Bien souvent, il y a une espèce de système, un mécanisme de défense où il faut se méfier un petit peu de tout. Donc c'est ce qu'on voit dans le soi fragmenté, par exemple. Le soi déséquilibré. Le soi déséquilibré, c'est lui par contre c'est très intéressant. Lui par contre, c'est l'instabilité émotionnelle extrême, la peur de l'abandon. Donc les relations interpersonnelles sont perturbées, elles sont sujettes à l'agitation, pardon. Il y a peut-être une forme de manipulation comme une stratégie d'adaptation. Donc il y a un petit peu de manipulation, mais en fait c'est un système pour pouvoir s'adapter dans le nouvel environnement dans lequel ils sont. Il y a un très fort sentiment de peur de l'abandon que l'on voit chez ces individus. Donc c'est peut-être quelque chose aussi qu'il faudra noter à travers vos clients. Le soi surchargé, c'est un comportement obsessionnel compulsif. Je suis sûr que vous en avez vu, c'est les rituels, c'est les modèles rigides de vie, compter combien de fois on a fermé la porte, etc., etc. Les craintes de lâcher prise, par exemple, peuvent avoir une haute énergie pour conjurer les effets du traumatisme. Donc il faut que tout soit rangé, il faut que tout soit contrôlé, il faut que tout soit vérifié en général. Donc c'est vraiment le comportement compulsif obsessionnel. On voit c'est le soi surchargé. Le soi normal, c'est seul au monde et sans racines, autonome, aliéné, évite l'engagement intime. Le soi normal, vous allez le voir chez vos clients à travers, par exemple, j'ai un problème avec Sofiane. Est-ce que Sofiane ne nous entend pas? Juste une petite minute. Sofiane has a technical problem. Est-ce que tous les autres, vous m'entendez? Envoyez-moi un petit signe. Parce que je crois que les autres ici m'entendent. Angela m'entend, c'est bien. Donc Sofiane, c'est peut-être ton ordinateur à ce moment-là. C'est peut-être ton ordinateur, Sofiane, à ce moment-là. Essaye d'appeler le numéro 1-800. Donc Sofiane, Pascaline aussi. 2 personnes. Je m'excuse, on va essayer. Donc j'ai Pascaline et Sofiane qui m'entendent pas. Essayez d'appeler.
Donc, ça fait 2 personnes qui n'entendent pas. Essayez le 1. Ah, ça y est, Pascaline, tu m'entends. Ça y est, c'est bien. Bienvenue parmi nous, Pascaline. Donc, si jamais vous avez un problème. Alana, ça va aussi? Donc, tout le monde est bon. Donc, c'est parfait. Donc, pour continuer, j'en étais au soin anormal. Alors, le soin anormal, c'est... Alana, parfait. Le soin anormal. Donc, comme je disais, c'est seul au monde, sans racine, autonome. Alors, le soin anormal, d'où vient ce comportement? Dans le soin anormal, c'est très intéressant, ça vient du principe où le monde est dangereux. Le monde est l'ennemi. Donc, ça ne vaut pas la peine de s'investir dans ce monde parce que ce n'est pas un monde qui est sécuritaire pour moi. Donc, vous allez voir ça par des comportements où votre client va subitement cesser d'être en relation avec vous. Donc, ce sera très difficile de l'avoir dans un rendez-vous, par exemple. Ce sera très difficile de le voir venir à des ateliers. Ce sera très difficile de le voir venir dans votre bureau. Il aura peut-être ce sera beaucoup plus difficile de le joindre par email ou par téléphone. Donc, bien souvent, le résultat du traumatisme va se traduire par le soin normal. C'est-à-dire que le monde est dangereux, donc je ne vais pas m'investir, je ne vais pas créer de relations. Ça ne vaut pas la peine de continuer à s'investir parce que le monde est dangereux. Donc, Alana, pardon. Tout va mal ici? Qu'est-ce qui va pas, Alana? J'ai donné un numéro. C'est le 1-866 9 3 2 3 9. Ah, il y a un effet d'écho. Essaye d'appeler ce téléphone pour voir s'il y a un effet d'écho. Est-ce que c'est une question de volume? Si tu baisses le volume un petit peu, peut-être? Non? Oui. Essaie d'appeler le numéro et envoie-moi un message si tu peux, Alana. Pour les autres, j'espère que ça va. Sofiane, ça va mieux? Est-ce que Sofiane est encore parmi nous? Pour le reste, j'espère que ça va. Vous êtes toujours là. Donc, pour dire encore le soin normal, c'est la personne qui aura beaucoup plus de difficultés, par exemple, à venir à vos rendez-vous, à vous rencontrer dans votre bureau. Donc, une des choses qui peut marcher, par exemple, si vous avez la possibilité de le faire, c'est bien souvent essayer de les rencontrer dans un parc, par exemple. Là, peut-être que essayez de trouver ce qu'ils aiment. Par exemple, il y avait une histoire d'un de mes clients où il avait beaucoup de difficultés à joindre son client qui semblait avoir le résultat du traumatisme du soin anormal. Et lors d'une conversation, il lui a dit: est-ce que tu aimes les chiens? Et il a dit: oui, j'adore les chiens. Et quand tu promènes ton chien, on va se rencontrer dans le parc où tu promènes ton chien. Et c'est là où il a accepté, c'est là où en général c'était beaucoup plus facile de le rencontrer. Tout simplement parce qu'il promenait son chien. Donc essayez de voir s'il y a des alternatives qui peuvent marcher avec votre client. Donc oui, peut-être qu'aujourd'hui, la rencontre à l'extérieur ne sera pas forcément conseillée si vous êtes sur la région de Toronto ou bien dans le nord de l'Ontario avec du -20 en hiver, mais peut-être qu'en été, ça peut se faire. Essayez quand même de rencontrer, d'adapter. Alana, ça va mieux? Super. Essayez d'adapter votre rencontre avec votre client. Donc c'est vrai que rencontrer son client dans un parc à -25 pendant la journée, je suis pas sûr que ça va plaire à tout le monde, mais essayez de voir si par exemple prendre un café dans un second cup ou un Tim Hortons, ça peut essayer de faciliter les choses avec votre client. Parce que bien souvent, dans le cas du traumatisme du soin anormal, il aura beaucoup plus de résistance
à maintenir la relation. Donc c'est peut-être là où ça va rentrer dans le challenge, où va falloir un petit peu faire un petit peu les petits efforts extra pour justement pouvoir donner un service à vos clients. Donc ça c'est pour le soin normal. Ensuite, le soin classique. C'est alors bien sûr le soin classique c'est un truc qu'on voit. C'est le soin classique par rapport aux autres soins qu'on a vus. Le soin classique c'est un système de récupération qui est un petit peu mieux. Donc il va essayer l'individu va essayer de s'ajuster à la société. Il va chercher la sécurité, l'affiliation avec les autres. Donc il y a déjà un contact social qui va se créer pour assurer pour la normalité. Il sera un conformiste orienté vers un but. Donc vous voyez déjà, il y a déjà un effort de récupération, il y a déjà un effort à ce moment-là à travers le soin classique, mais il y a toujours l'anxiété qui est là, qui est généralisée. Donc elle sera toujours là, mais le système de récupération est un petit peu mieux par rapport à ça. Donc c'est déjà pas mal. La seule particularité avec le soin classique, c'est que l'effort est là, l'intention est là, mais il ne sait pas trop comment faire. Donc il y a peut-être un petit peu de maladresse, il y a un petit peu de petits bobos ici et là, mais c'est un système de récupération qui marche un petit peu mieux en général. Donc le soin classique. Le soin grandiose. Alors le soin grandiose, par contre, c'est très intéressant. C'est le résultat du traumatisme où il y a un besoin de reconnaissance, c'est le besoin de reconnaissance à l'extérieur. Il y a un niveau élevé de l'énergie qui encourage un comportement à obtenir des reconnaissances externes, de la louange, de l'admiration. Bien souvent, la personne va toujours aller vers un poste où il y a une reconnaissance, un poste à responsabilité, un poste où il y a toujours une certaine exposition pour la reconnaissance de ses pairs. Donc, c'est ce qu'on appelle le soi grandiose. Vous allez voir ça aussi dans le comportement du soi grandiose. Il va toujours, pour résumer un petit peu le soi grandiose, il va toujours essayer d'aller voir la reconnaissance à l'extérieur parce qu'il n'y a pas beaucoup d'estime de soi à l'intérieur. Donc, je vais chercher à l'extérieur ce que je n'ai pas à l'intérieur. Donc, ça, c'est le soi grandiose. Le soi cohésif, alors, c'est élastique, c'est un point de contrôle interne, la vitalité de la sécurité. C'est bien souvent préoccupé par la justice universelle de l'équité, de l'éthique et de la vérité. Donc, pourquoi c'est intéressant le soi cohésif? Parce que le soi cohésif, dans beaucoup de cas de trauma, vous allez voir que l'individu sera très résilient, sera toujours à la recherche de justice sociale. Bien souvent, on retrouve ça. Le soi cohésif, on va surtout le retrouver, c'est les personnes qui ont fait de la résistance. Patrick. Pardon, une petite question de Patrick. Est-ce que les diapos seront disponibles et accessibles? Si oui, ou est-ce qu'on pourra les consulter après? Oui, les diapos seront accessibles. Comme Stéphanie l'a dit, on va mettre les diapositives dans une semaine à peu près sur le site web. C'est bien ça? Ouais, donc à ce moment-là, vous serez tout à fait disponible à avoir ces diapositives. J'espère que ça a répondu à ta question, Patrick. Donc c'est donc j'en étais au soi cohésif. Donc bien souvent ce sont des personnes qui ont été des résistants, c'est des personnes qui ont été torturées, qui ont fait de la prison parce que c'était des meneurs, c'était des résistants politiques. Donc on voit justement cette résilience ressortir. Donc et ce qui est très très intéressant avec le soi cohésif, c'est que c'est presque l'individu va remercier son trauma pour ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc c'est je suis qui je suis aujourd'hui grâce à mes expériences passées. Donc c'est un système de récupération qui est aussi un petit peu mieux que les premiers qu'on a vus. Donc il y a une certaine résilience, il y a un désir de vouloir continuer à avancer, il y a la résilience de la vie tout simplement.
Le soin accéléré. Alors, le soin accéléré, par contre, c'est individualiste, résolu, élastique, principe moral altruiste et autogéré. Peuvent traiter les questions de l'étape de vie de manière avancée avant l'heure ou les coutumes dans le développement de vie. Donc, le soin accéléré, c'est très intéressant de voir ça. C'est l'individu qui va être capable de prévoir les choses par rapport à son analyse de la situation de façon avancée. Donc c'est très très intéressant. Il voit les choses en avance en fait. Donc par le comportement, par les indices, par les différents facteurs, il aura déjà une vision assez précise de ce qui va se passer. Donc ça c'est le soin accéléré. Le soi transcendant intégré. Alors le soi fortement auto-actualisé, il a réussi à surmonter l'adversité, le stress et le traumatisme de façon optimale. Il aura toujours cette recherche de la croissance, les défis à enrichir le sens de la vitalité, de l'autonomie, de l'existence. C'est souvent caractérisé par des valeurs spirituelles. Donc c'est une référence du livre dont je vous ai parlé, qui s'appelle Broken Spirit. Donc c'est bien souvent ces sources spirituelles, ces valeurs religieuses qui en général permettent ce mécanisme de récupération. Ça va pour l'instant, j'ai pas de questions, tout le monde va bien, tout le monde m'entend, c'est super. Alors, donc maintenant, encore une fois, on va passer à l'autre partie de ce webinaire. Donc on a vu un petit peu le contexte, on a vu un petit peu le résultat, les tensions dans la famille, on a vu un petit peu les résultats de ces traumas sur les individus. Une chose que j'ai oublié de dire par rapport à ces différents traumas, ils peuvent s'entrecroiser. Donc d'un individu à l'autre, ils peuvent passer d'un soi à un autre selon leur parcours de vie. Donc ils peuvent être aujourd'hui on est un soi, tel soi, demain on est un autre soi. Ça peut s'entrecroiser, ça peut changer. C'est pas quelque chose de rigide. Et là, on a parlé des différents soins pour des traumatismes graves, mais ça s'applique aussi pour, j'allais dire, les événements de vie de tous les jours. Donc, on peut avoir cette forme de trauma face au racisme, face au sexisme, face à l'homophobie, face à l'intolérance, face à la xénophobie. Cela peut créer des formes de trauma. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie du webinaire où on va un petit peu parler de la hiérarchie de Maslow. Donc cette hiérarchie de Maslow, j'espère que tout le monde connaît la hiérarchie de Maslow, pardon. C'est la hiérarchie qui va vous permettre un petit peu d'accéder aux besoins de vos clients en fait. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir donner un service un petit peu plus précis à vos clients. C'est un des outils, c'est pas le seul, mais c'est un outil très utile. Donc c'est là où on rentre un petit peu dans la partie comment communiquer avec les familles, comment les intégrer dans le processus d'établissement de vos clients. Donc pourquoi la pyramide de Maslow? C'est tout simplement pour vérifier les besoins de vos clients. Donc regardez si dans cette pyramide, vos clients sont à peu près à un niveau ou à un autre. Donc il y a les besoins physiologiques, donc les besoins de base, manger, boire, dormir, respirer, se reproduire, les besoins de sécurité, donc santé, finances, logement, les besoins d'amour et d'appartenance, amour, amitié, famille, intimité, et les besoins de reconnaissance, l'estime de soi et d'autrui, le sentiment d'être utile et avoir de la valeur, et le besoin de réalisation de soi, donc accomplissement de soi, créativité, résolution de problèmes, engagement, spiritualité. Donc regardez un petit peu comment sont vos clients par rapport à ces besoins, et là vous allez pouvoir un petit peu répondre à ces besoins spécifiques. Ça va pour l'instant, pas de questions? Super. Donc, toujours commencer avec les besoins de base. Alors, commencer avec les besoins de base. Aider la famille à répondre aux besoins essentiels. Donc, évidemment, vous êtes tous des professionnels de l'établissement de près ou de loin, donc vous connaissez évidemment les besoins de base, la nourriture, la chaleur, le logement, les vêtements. Donc, bien souvent, ça se traduit par vos services, par fournir vos services. Donc, en général,
quand ils arrivent chez vous, vous savez automatiquement qu'en général, ça va être le logement, l'emploi et l'école pour les enfants. Donc, c'est un petit peu le besoin de base. Aider la famille à devenir une base solide. Ok. Donc, bien souvent, le soutien du stress, le partage des histoires de famille et l'histoire, le développement des routines de la famille. Donc, en général, comment on va pouvoir répondre à partir de ce moment-là et intégrer la famille dans le processus d'établissement? Ben, c'est tout simplement à créer une certaine forme d'interaction avec les familles, qu'ils participent un petit peu plus dans le processus d'établissement de vos clients. Donc, les dîners, les soirées spéciales, les jeux, les films, les activités en journée, le week-end, les tâches partagées, faites pouvoir s'amuser et faites en sorte que votre client participe justement à ces différentes activités. Quoi d'autre? Par exemple, pour les enfants, il arrive que dans certaines régions, proposer par exemple aux enfants de faire un petit travail le week-end, en fin de soirée ou lorsque le temps le permet, un petit travail, un petit job avec le voisin, par exemple. Ça permet l'intégration. Donc, un petit travail de couper le jardin, tondre la pelouse, ça peut être peindre quelque chose si c'est des jeunes adolescents, aider à faire différentes activités dans la communauté, dans le voisinage. En général, ça peut aider contre l'isolation, par exemple. Ça peut aider aussi à donner une certaine valeur, un sens de responsabilité aussi. Construire le soutien social, réunir les familles pour le soutien mutuel, aide les enfants à s'engager dans les activités de groupe à l'école, par exemple, essayer d'inscrire les enfants dans les différents clubs, par exemple, les différentes associations de sport, les différentes associations culturelles, par exemple. Ça aussi, ça peut aider. Les programmes de loisirs, par exemple, si par exemple il y a un concours de soccer, par exemple, un concours de basket ou toute activité sportive, ça aide en général. Ça va permettre aussi aux membres de la famille de venir à ces occasions pour pouvoir soutenir les enfants. Donc ça va créer une certaine cohésion familiale. À ce moment-là, la famille aussi va participer aussi à ces différents événements. Elle va aussi créer un certain réseautage. Elle va rencontrer d'autres familles. Elle va rencontrer d'autres familles peut-être du même groupe ethnoculturel ou du même groupe culturel. Elle va aussi se mettre avec d'autres groupes culturels. Donc ça va permettre justement ce mélange et cette espèce de réseautage. Donc ça peut être une des premières choses. Autre chose, c'est toujours montrer aux familles comment ils peuvent contribuer à leur communauté et devenir des citoyens à part entière. Participation à des campagnes politiques, par exemple, ça peut être très intéressant. Certains membres de vos communautés sont très actifs, sont très activistes, par exemple, surtout par rapport à ce qui se passe dans le pays d'origine. Donc, faites-les participer, mettez-les en contact avec des organismes à but non lucratif, politiques ou sociaux. La création de clubs, par exemple, qui répondent à leur groupe ethnoculturel. Solliciter les fonds pour le faire, s'il le faut. Créer des clubs sociaux informels, avoir des personnes capitalisées sur leur talent naturel. Donc, bien souvent, on a des personnes qui ont déjà des connaissances en comptabilité, déjà des connaissances en trésorerie. Donc, ça peut aider aussi dans différentes associations. Ils peuvent aider justement leur talent et participer à ce moment-là à leur communauté. Une autre chose dans la communication avec les familles, c'est se concentrer, et ça je le dis très 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 souvent, pour ceux qui sont venus dans mes ateliers, toujours se concentrer sur les points forts de vos clients et de vos familles. Par exemple, si par exemple vous avez des clients, des jeunes adolescents qui ont peut-être des problèmes à réconcilier. Ah, pardon. Il y a qui se calme. On a oublié de vous dire, quand vous posez la question, envoyez la question à all participants. Sinon, le reste des participants ne vont pas voir la question. Donc, Kisha, pardon, très bien outil de la pyramide de Maslow pour les individus en général. J'apprends cela en psychologie dans l'université. Oui, très bien. Merci. Oui,
c'est très intéressant. Et la première fois que j'ai découvert la pyramide de Maslow, et ça simplifie énormément les choses en matière de besoins. Et même personnellement, on est en train de dire, ah d'accord, je vois à peu près où j'en suis, je vois à peu près où je dois aller. Donc c'est très très bien, aussi bien personnellement que pour vos clients. Merci Gatisha. Donc, se concentrer sur les points forts, comme je disais, toujours se concentrer sur les points forts. Donc, c'est vrai que la plupart des clients que vous aurez, surtout par rapport aux problèmes auxquels ils font face, auront justement cette approche, je sais pas, je vois pas la fin du tunnel, etc., etc. Concentrez-vous sur les points forts. Montrez-leur un petit peu, essayez de tourner leur tête vers un petit peu plus de lumière plutôt que d'être concentré sur la partie sombre de leur situation. Donc, bien souvent, par exemple, vous aurez des adolescents qui vous disent, ben oui, je n'arrive plus à communiquer avec mes parents, ils sont toujours en train de m'interdire des choses, j'arrive plus à sortir, je sors pas avec mes amis, ils acceptent pas ce que j'achète ou ce que je veux acheter, etc., etc. Et bien souvent, c'est que du négatif que vous allez entendre de la part de vos clients. Ben, une façon de retourner les choses. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes dans ta famille? Parle-moi des choses que tu aimes dans ta famille. Donc, bien souvent, c'est là où tout de suite, on va voir un changement très intéressant. Ben, ils vont commencer à réaliser, oh, c'est pas si mauvais que ça. Ben, en général, il y a une bonne cohésion familiale. Ma mère m'adore. Elle est toujours en train de me préparer mon petit déjeuner, mes dîners. Même quand j'habite tout seul chez moi, ben, je vais chez ma mère et puis elle fait la lessive pour moi. Avant que je parte de la maison, elle me fait mon petit paquet pour le lendemain. Donc des petites choses comme ça, et essayez de vous concentrer sur les points forts de vos clients. Donc, et là, c'est là où ils vont voir que même les petits, même si la gravité de la situation, ils vont pouvoir commencer le processus de se concentrer sur les choses positives. Donc, et de voir justement que comme l'a dit Desmond Tutu, c'est un cadeau du ciel, la famille. Donc, c'est très très important de l'avoir. Donc, même si c'est pas toujours facile en matière de communication, mais c'est un cadeau du ciel, aussi bien eux pour vous que eux pour vous et vous pour eux. Voilà. Redéfinir les problèmes comme des besoins, très très important. Donc bien souvent, surtout dans des situations très intenses, familiales par exemple, où par exemple on voit des tensions avec les couples par exemple, où subitement le mode de communication est complètement détruit et endommagé. Redéfinir le problème comme des besoins par exemple. Bien souvent, vous aurez par exemple votre cliente qui viendra vous voir et qui vous dira, ben oui, quand j'essaye de parler à mon mari, il me crie dessus, il me dit ferme-la, ok? Quand vous allez parler un petit peu avec le mari, au lieu de parler de problème, commencez à changer les choses comme un besoin. Au lieu de crier sur ta femme, pourquoi tu lui dis pas, écoute, j'ai besoin d'un moment de silence, j'ai besoin de me concentrer sur moi-même après le travail. J'ai pas envie de parler. Je veux un moment de silence juste pour moi. Donc tout de suite, vous changez la problématique. Donc on n'est plus à ce moment-là sur de l'abus ou du cri. On est à ce moment-là sur un besoin. On a un besoin de se sentir avec soi-même. On a un besoin de silence. Donc il n'y a plus de problème. Il s'agit là maintenant d'un besoin. Donc ça peut être aussi un outil assez intéressant. Aider les familles à assister à être un support à des autres, par exemple avec les autres, donc des sessions de cuisine, des sessions de jeux de cartes, des groupes de marche par exemple. Donc par exemple bien souvent certains de vos clients ne sortent pas beaucoup. Donc si vous avez la possibilité d'organiser des activités, une simple marche dans un parc avec un petit pique-nique avec vos clients, ce genre de choses, en général, ça va aider par rapport à ça. Et culturellement, dans ce genre d'événement, c'est là où il va se créer un espèce j'allais dire, un
un groupe de parole en fait. Donc les familles vont se mettre ensemble, elles vont parler de leurs problèmes. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'en ai 2. Ah, ils ont quel âge? Ah, les miens aussi, ils ont quel âge? Et oui, la dernière fois elle est venue avec un piercing, j'ai cru que j'allais mourir. Ah ben moi aussi, cette fois-ci c'est avec un tatou. Et donc vous allez voir, ça va être très intéressant. Et à ce moment-là, c'est ce groupe de parole que vous cherchez, ce groupe de soutien que vous cherchez, cette communication que vous cherchez. C'est là où ça va devenir très intéressant dans vos différentes activités de voir que ce genre d'activité va permettre justement ce soutien des familles, ce réseautage des familles. C'est vrai que ça peut être un outil de communication assez intéressant si vous pouvez le faire. L'assistance spécialisée par contre, là on va entrer dans peut-être des problématiques un petit peu plus compliquées, plus complexes, plus difficiles aussi bien pour les familles, mais qui n'est pas forcément aussi dans le cadre des compétences de vos agences respectives. Donc, à ce moment-là, essayez le plus possible de travailler avec les organisations telles que le Centre canadien pour les victimes de la torture. J'espère qu'il y en a à peu près tous dans vos régions respectives. Je sais qu'il y en a une à Toronto, je sais qu'il y en a une à Ottawa aussi. Pour ceux d'Ottawa, je suis pas sûr. Donc, quelqu'un d'Ottawa me confirme s'il y a un Centre canadien pour les victimes de la torture. Je crois qu'il y en a un au nord. Je sais pas si c'est... je crois qu'il y en a un au nord. Donc, si quelqu'un du nord est connecté, qu'il me dise aussi si jamais il y a un centre canadien pour les victimes de la torture. En tout cas, je sais que Ottawa, Toronto, je crois qu'il y en a un à Windsor aussi. Windsor, oui, je crois. Soit c'est Kitchener ou Windsor. Donc, essayez de voir, de travailler avec le Centre canadien pour les victimes de la torture. Le partenariat avec les organismes de services familial, ça aussi c'est pas mal. Demander qu'ils obtiennent de la formation des conseillers pour aider les personnes traumatisées, c'est très 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 bon, ça aide. Rencontre avec les psychiatres dans les hôpitaux et les milieux communautaires, surtout pour les personnes qui donnent des services itinérants, ça peut être très 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 intéressant. Vous devez accompagner un de vos clients, un rendez-vous chez le médecin, un rendez-vous dans tel ou tel organisme. Profitez-en pour peut-être juste pour le médecin. S'il y a un autre service en psychiatrie, posez des petites questions aux psychiatres, essayez de créer des relations avec le psychiatre de cet organisme. Ça peut être toujours une personne ressource, ça peut être toujours quelque chose d'assez intéressant à ce moment-là. Surtout en matière des problématiques dans lesquelles vos clients font face. Ça peut être l'insomnie, la dépression, l'anxiété. Donc ils vont peut-être vous donner des petits indices, des petits outils pour pouvoir un petit peu aider vos clients. Peut-être que ceux aussi qui ont des besoins de médicaments, ça aussi, ça peut être bon de créer un petit peu un réseautage pour ça. Demander à parler au conseil d'administration d'organismes de santé mentale. Ça aussi, c'est très, très, très intéressant. Surtout que si c'est des organismes de santé mentale à but non lucratif, en général, une petite présentation lors d'une réunion du conseil d'administration, ça peut être très, très intéressant. Vous avez pas mal d'aide, pas mal de ressources à ce moment-là. Ça peut aider énormément. Demander à leur personnel d'obtenir une formation spécialisée pour le personnel travaillant avec les victimes de torture, de la guerre, la délocalisation, ainsi que d'aider les personnes en situation de choc de culture, ça aussi. Mais ça peut être très 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 utile pour donner des services en général. Ensuite, ça va, pas de questions, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, j'espère que ça va. En matière d'assistance, toujours être formé dans les approches comportementales, cognitives et dialectiques pour les clients et l'instabilité émotionnelle extrême. C'est très important d'être formé par rapport aux approches comportementales, au moins à la communication non verbale. Ça peut vous permettre de reconnaître quelques signes par rapport à vos clients. Pour ceux qui travaillent avec les jeunes aussi, bien souvent les jeunes adolescents ou les jeunes adultes vont surtout communiquer à travers justement un comportemental cognitif et de dialectique, un comportemental non verbal, un comportement non verbal aussi, bien souvent ça va aussi
ça va aussi se traduire par ce genre de comportement. Une petite histoire, par exemple, il y a pour ceux qui travaillent dans les collèges, qui travaillent dans les collèges communautaires, dans les écoles, il y avait un élève qui en milieu, très très souvent au milieu des cours, avait des grosses poussées de colère. Et quand il avait ces grosses poussées de colère, il avait tendance à enlever son t-shirt. Donc c'était quelque chose de très intéressant. Donc le conseiller lui a demandé mais pourquoi tu enlèves ton t-shirt quand tu es en colère? Et il savait pas pourquoi quand je suis en colère, je montre je remonte mon t-shirt. Et le conseiller lui a dit mais quand tu enlèves ton t-shirt, parce que tu n'es pas en train de nous montrer ton cœur. Et tout de suite, là, ça fait tilt. En effet, dans ces moments de colère, je suis en train de m'exposer, je suis en train de vous montrer mon cœur. C'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a une communication qui se met en place. Donc, regardez un petit peu ce genre d'indice. Ça peut vous aider, surtout pour ceux qui travaillent avec des adolescents et des jeunes adultes. Ça peut toujours aider. Il s'agit notamment d'aider les individus à recadrer leurs réponses à des situations et des personnes en contrôlant et en interrogeant les pensées automatiques qui peuvent manquer de logique. La négativité, la surestimation du risque, la sous-estimation de la capacité, etc. Changer le fait de parler de soi négativement en utilisant des activités prévues et affectation de tâches graduelles. Ça aussi, c'est un bon exercice pour vos clients. Un exemple qui arrive très très souvent. Donc, les personnes qui ont un petit peu de mal, on va dire, à avoir des contacts sociaux, initier des petites activités avec des tâches graduelles, par exemple. Donc, aujourd'hui, vous initiez une conversation avec une personne tout en souriant. Donc, c'est des petits exercices tout simples, pas très compliqués, mais qui vont permettre, au fur et à mesure, d'augmenter les capacités sociales et d'intégration de vos clients. Ça peut être une chose comme ça peut être essayer d'établir une conversation avec quelqu'un si par exemple la personne a beaucoup de mal à interagir. Donc vous allez commencer à développer ces capacités sociales et à ce moment-là, ce seront des outils qui vont peut-être l'aider à trouver un travail, à interagir, à se faire des amis par exemple. Donc tout ça, ce sont des éléments importants pour cette famille, pour ce client, pardon. Autre chose, utiliser les compétences de la communication avancée, identifier et retourner les offres de communication. Alors ça, c'est un des petits exercices que j'adore, parce que je pense que tout le monde le fait. C'est retourner les offres de communication. Et ça se voit surtout, sans être affecté, ça se voit surtout chez les femmes. Bien souvent, par exemple, on vous fait un compliment. Vos amis vous font un compliment, par exemple, tu es très jolie aujourd'hui. Et bien souvent, la réponse va être négative. Ah non, je suis pas du tout en forme aujourd'hui, je me sens moche ou je suis fatigué, c'est pas possible. Alors que c'est un compliment. Donc, essayez d'identifier et retourner les offres de communication. Et bien souvent, avant je le faisais par exemple, t'as l'air en forme, non, je suis fatigué, je suis épuisé. Alors que non. Identifier, retourner les offres de communication, oui, merci. Quand on vous fait un compliment, savoir dire merci. Donc ne pas répondre par la négative, mais prendre conscience du compliment, l'intégrer et dire merci. Donc ça peut être un petit exercice que j'adore en général et qui, à chaque fois que quelqu'un me fait un compliment ou me parle, je suis très conscient de ça. Identifier, retourner les offres de communication. Assumer un ton rassurant de voix et encourager une approche fondée sur les points forts. Encore une fois, on y revient, toujours les points forts. Donc, le ton de la voix peut être important, la façon de parler à quelqu'un est importante. Quand vous aidez vos clients, toujours avoir une approche sur leurs points forts. Enseigner l'importance de la reconnaissance, de l'explication des excuses, comme les principes fondamentaux de la communication. Donc, c'est vraiment ce genre de petits outils pour certains de vos clients qui ont peut-être des besoins un petit peu spécifiques, leur dire, quand
à cause de ces traumas, quand on me fait un compliment, dire merci ou reconnaître ce compliment. Utiliser la technique du sandwich positif au cours des conversations difficiles, par exemple. Pour ceux qui ne savent pas la technique du sandwich positif, c'est une technique qu'on utilise aussi en matière de management quand vous faites l'évaluation de vos équipes. Donc, si jamais il y a une problématique, vous utilisez d'abord un élément positif, donc quelque chose, un point fort. Vous utilisez l'élément négatif et vous terminez par un élément positif. Sandwich. Et bien souvent, le message sur l'élément négatif sera reçu, sera intégré beaucoup plus facilement à ce moment-là. Et bien souvent, la personne pourra travailler justement sur cet élément négatif avec beaucoup plus d'encouragement et beaucoup plus de motivation en général. Renforcer les rôles de la famille fondés sur les forces et non la rigidité, toujours. Donc si c'est très intéressant de voir ça, mais c'est encore toujours les forces de la famille qui sont importantes, surtout en situation de crise. Donc ça aussi c'est très important. Autre chose, utiliser les compétences de la communication en aidant les familles à remplacer les commentaires négatifs par des pensées positives et à retraiter les commentaires négatifs de manière plus diplomatique. Donc ça, c'est évidemment tout ce qui est vraiment dans les conflits familiaux. Quand vous aurez vos clients, quand vous aurez par exemple certains de vos clients qui disent j'arrive plus à communiquer avec mes enfants, j'arrive plus à communiquer avec mon mari, focalisez-vous un petit peu sur comment les aider à remplacer les commentaires négatifs par des pensées positives. Aider les familles à modifier les attributions négatives. Donc, encore une fois, on est toujours dans le cadre de se concentrer sur les forces. S'il le faut, montrer aux familles comment écouter et valider l'autre. Donc, bien souvent, dans une situation de tension ou bien dans une situation traumatique, les premiers éléments qui sautent, c'est évidemment les éléments de communication. Donc, essayer de reconstruire la communication au sein de la famille, c'est un des éléments de départ très important. Alors, mettre en place un système de référence. Donc, faire des entrevues avec les experts en nutrition, psychiatrie et en aide. Donc, ça aussi, c'est très, très, très important. Ça va vous aider. Tout ce qui va vous donner des outils, j'allais dire, des petits plus en matière de nutrition, en matière de psychiatrie, la thérapie familiale. Essayez de prendre des petits éléments comme ça. S'il y a des petits webinaires gratuits, comme par exemple celui d'aujourd'hui, qui j'espère va vous donner un petit peu plus d'outils pour aider vos clients, d'autres webinaires sur la nutrition, d'autres webinaires sur la thérapie familiale, sur la psychiatrie. Essayez de voir des petits trucs et puis prenez un petit peu ces éléments par rapport aux besoins spécifiques de vos clients. En général, ça aide énormément. Demandez-leur des ressources supplémentaires. S'il faut qu'ils les envoient par email, ça peut être très bien. Essayez de garder des contacts avec eux si jamais il y a un besoin, une ressource particulière dont vous avez besoin. Ça peut être très intéressant. Lorsque les experts sont cités dans les journaux, essayez de les contacter, leur demander s'ils seraient prêts à être consultés sur des situations spécifiques, faire une présentation chez vous. Bien souvent, dans mon cas en tant que consultant, je ne fais pas de publicité. Bien souvent, c'est des gens qui sont venus dans mes ateliers, qui viennent me voir, qui me contactent pour venir dans leur organisation, pour parler de leurs besoins spécifiques à ce moment-là. Donc, c'est bien souvent ce genre de choses et les gens sont très, très ouverts à ça. Je suis le premier à être très ouvert à ça. Donc, n'hésitez pas, venez voir les experts, venez voir les consultants. Ils peuvent à ce moment-là préparer un programme, préparer un workshop, préparer un webinaire, préparer une réunion d'information par rapport aux besoins spécifiques de votre organisation, par rapport aux besoins spécifiques de votre clientèle, par rapport aux besoins spécifiques de vos communautés. Donc n'hésitez pas, c'est une chose qui est très, très intéressante. Alors, j'ai une question de Patrick. Que faire quand les forces de la famille reposent sur des valeurs qui peuvent être considérées comme contraignantes? Exemple, mariage arrangé.
Que faire quand les forces de la famille reposent sur les barrières qui peuvent être considérées comme contraignantes? À ce moment-là, encore une fois, toujours se focaliser sur les forces. Donc, le mariage contraignant, évidemment, c'est au point de vue de la culture d'accueil, ça peut être quelque chose comme contraignant, mais bien souvent, regardez que focalisez-vous sur la culture, sur les avantages de la culture. Donnez des exemples positifs à ce moment-là. Mes parents, bien souvent, j'avais des clients qui m'ont dit, au début, on avait un mariage arrangé, j'étais un peu timide, je comprenais pas trop, et au fur et à mesure, j'ai appris à connaître mon mari. Ça fait 40 ans qu'on est mariés ensemble, on a 4 enfants, on s'adore. Donc, c'est des petits trucs comme ça où, encore une fois, vous tournez le négatif en positif. Donc, essayez toujours de vous concentrer sur la partie positive. Trouvez des éléments qui peuvent justement aider. Si vraiment, dans le cas, par exemple, du mariage arrangé, allez voir les associations, par exemple, de différentes communautés. Il y a des associations, par exemple, qui aident les personnes qui ont refusé justement le mariage arrangé, et il y a des associations de soutien pour ça. Donc c'est vrai que les conséquences du refus du mariage arrangé, par exemple, c'est le déshonneur de la famille, le ou la client sera renvoyé, repoussé, rejeté, mis au banc de la famille, etc., etc. Allez voir, comme je l'ai dit, allez voir les organismes qui travaillent avec ces communautés. Elles vont pouvoir vous donner leur expertise, elles vont pouvoir vous donner des liens, des outils. Elles vont pouvoir aussi vous expliquer comment ça marche, la psychologie qu'il y a derrière, le mental qu'il y a derrière, pourquoi une réaction aussi extrême, comment comprendre à quel point l'impact du refus du mariage arrangé a un impact sur la famille, ce genre de choses. Donc ça va vous permettre de comprendre un petit peu plus, d'avoir beaucoup plus de puzzle pour avoir une meilleure compréhension de la situation. Et si encore une fois sur les autres forces, parce que bien souvent une famille ne repose pas seulement sur un élément de force, même si cet élément est essentiel, il y a plein d'autres éléments. Donc c'est essayer à ce moment-là de vous concentrer sur les autres éléments positifs, et à ce moment-là de changer le négatif en positif. J'espère que j'ai répondu à ta question, Patrick. Pour continuer. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu quelques petits outils de communication et de comment intégrer la famille dans le processus d'établissement et d'intégration de vos clients, comment nous, en tant que professionnels, développer, maintenir la santé mentale. Donc, pour développer vous-même et maintenir votre santé mentale, très important, nous savons tous à quel point c'est important d'avoir des travailleurs d'établissements en forme et en bonne santé. C'est essentiel. Donc, il faut mettre en place des réseaux de soutien avec les travailleurs dans d'autres organismes afin qu'ils se réunissent régulièrement. Donc, essayez par exemple de faire des partenariats avec d'autres organismes avec lesquels vous travaillez. Je sais que dans certaines politiques internes, c'est assez difficile parce que nous savons très bien que dans le monde du but non lucratif, il y a une certaine concurrence, certains organismes sont concurrents sur le même marché, surtout en matière de communauté francophone. Bien souvent, il y a une espèce de petite compétitivité, il y a une petite méfiance, il n'y a pas beaucoup de partenariats, parce que bien souvent, les fonds sont partagés, c'est les mêmes bailleurs de fonds, donc on n'a pas trop envie de perdre l'argent ou de gagner de l'argent de l'autre. C'est vrai, mais certains organismes aussi, ça je le vois tout le temps dans mes ateliers, se complètent. Elles se complètent parfaitement. Elles ont des services qui se complètent énormément. Elles ont des expertises qui se complètent énormément. Donc essayez d'avoir des réseaux.
essayez de faire des petites conventions de vos organismes, rencontrez vos collègues qui travaillent dans d'autres organismes très importants et essayez à ce moment-là de créer justement ce réseau de soutien. Utilisez vos réunions de personnel pour présenter les nouvelles informations, les articles, les ateliers, les vidéos. Très intéressant. Moi, quand je gère mes équipes, je les invite tout le temps, à envoyer des articles, à envoyer des liens, à envoyer des vidéos qui sont en relation avec nos programmes, qui sont en relation avec ce qu'on fait. Donc bien souvent, j'ai des petits articles, j'ai des petits bijoux qui m'apprennent énormément. Donc essayez de faire ça, essayez d'envoyer des petits liens. S'ils sont drôles, c'est encore mieux. Donc essayez de faire ce genre de faire circuler l'information de façon générale, des petits articles, l'évolution aussi de vos programmes, l'évolution aussi de vos communautés, de vos clientèles, de leurs problématiques. Nous parlons beaucoup dans les cadres de l'établissement. Les réformes sur l'immigration en général, il y a des grosses réformes qui sont en train de se faire en ce moment. Faites circuler l'information. Certains de vos collègues sont beaucoup plus informés que d'autres. Donc, ça va vous permettre aussi de pouvoir donner des informations précises à vos clients. Donc, essayez de faire circuler l'information. Certains d'entre vous sont plus activistes, certains d'entre vous sont plus intéressés à des facettes du travail. Donc, quand vous avez des petits trucs intéressants, faites circuler, c'est toujours bien. Allez à des ateliers gratuits. Donc, Fouque est parfaitement l'exemple parfait. Webinaire gratuit, essayez de venir à tout ce qui est gratuit. L'information est là. On essaie de vous donner le maximum d'informations par rapport à ça. Vérifiez sur IT Village en ligne. IT Village, c'est une très bonne ressource par rapport à ça. Donc, les ateliers gratuits, en général, en Fouque, c'est l'un des rares qui donne des ateliers gratuits pour les professionnels de l'établissement. J'espère que vous êtes abonné à des revues. J'espère que vous lisez un petit peu sur vos sujets. Faites des voyages réguliers dans les librairies, par exemple. Caversham, par exemple, c'est une librairie qui est spécialisée dans tout ce qui est psychologie, psychiatrie, santé mentale, à Toronto. Je ne sais pas si dans les autres régions vous en avez. Est-ce qu'à Ottawa vous avez des librairies spécialisées? Dans les autres régions de l'Ontario, si vous avez d'autres librairies spécialisées, faites-nous remonter l'information parce que ça nous servira aussi à nous. Donc envoyez un petit email à Stéphanie si vous avez ce genre de ressources dans vos régions respectives. Ça va toujours nous aider. Sollicitez l'appui de la santé mentale si vous en avez besoin pour la fatigue compassionnelle. Allez à TED Talk sur Internet, ça aussi c'est pas mal. TED Talk, c'est un site web qui va vous donner pas mal d'outils, pas mal de ressources, pas mal d'informations sur la santé mentale. Alors, comment éviter les problèmes avec la famille? Alors, l'implication excessive, l'enchevêtrement, le transfert, le contre-transfert, la transgression des limites, on va le voir, l'identification projective et de projection. Je sais ce que vous ressentez. En général, c'est pas forcément la bonne approche. Les limites traversées. Alors, violation des limites ou limites traversées. Alors, il y a à peu près deux grands types de limites qui existent. C'est les limites traversées. C'est un écart inoffensif de l'activité professionnelle classique avec les clients. Donc, il n'y a pas vraiment d'exploitation, éventuellement de soutien, mais peut conduire à une pente glissante. C'est assez dangereux. On a tous nos clients qu'on aime beaucoup, on a tous nos clients avec qui on s'entend très très bien, on a tous nos coups de cœur, on a tous nos petits préférés. Faites attention en matière de ne pas trop traverser la limite. Je sais, c'est très difficile, surtout dans le domaine où nous sommes, mais en général, il y a quand même des cadres. Regardez les politiques de vos organismes.
Par exemple, je sais que dans la plupart des entreprises, je pense que pour certains gros organismes, si par exemple un client vous donne un cadeau, des présents par exemple, je crois que pour certains organismes, la plupart des organismes, c'est en dessous de $200. Donc vous pouvez accepter des cadeaux en dessous de $200. Donc vérifiez les politiques de vos entreprises. En général, elles sont assez précises là-dessus. Même en matière, c'est vrai qu'il y a il y a des atomes crochus qui s'offrent naturellement. Par exemple, moi, surtout en matière de ressources humaines, une des politiques que j'ai implémentées, c'est les rencontres intimes avec vos clients. Donc c'est vrai que ça reste un environnement de rencontre. Donc c'est vrai que par exemple les couples se forment bien souvent sur le lieu de travail. Donc comment justement balancer politique et limites. Donc à peu près chaque entreprise a ses politiques, ses lignes directives. Donc regardez un petit peu par rapport à ça, regardez avec votre coordinateur des ressources humaines. C'est assez délicat en général, mais un petit écart inoffensif, ça va, mais soyez-en conscients en tout cas. Donc pour ça, c'est toujours assez délicat. Pour revenir à ça, par exemple, une politique que j'avais installée, par exemple, c'est que en général, c'est les grandes lignes. Si vous êtes un professionnel, vous n'avez pas le droit de demander à sortir à votre client. C'est votre client qui peut vous demander à sortir. C'est à vous de dire oui ou non. Donc c'est par exemple une grande ligne en matière de ressources humaines. Donc ce genre d'atome crochu, c'est encore une fois, le conseil reste à donner, à regarder avec votre coordinateur de ressources humaines. Regardez les politiques et les procédures de votre entreprise par rapport aux limites traversées. Les cadeaux sont en général en dessous de $200 pour les cadeaux de vos clients. Violation des limites, là par contre c'est dangereux, potentiellement dangereux et peut constituer un cas d'exploitation. Donc c'est quoi le cas d'exploitation? C'était au profit du professionnel, pas du client. Donc un petit peu trop de divulgation de soi par exemple, donc il n'y a pas forcément des informations que vous avez besoin de savoir, mais de par votre position, c'est peut-être des informations que vous n'avez pas à demander à votre client. Les limites, différence entre la connaissance et la pratique. Il peut y avoir des dommages possibles aux clients et professionnels si les limites ne sont pas respectées. La façon d'enseigner les limites aux clients en leur modélisation. Les limites peuvent être maintenues chaleureusement. Les questions de responsabilité professionnelle de l'agence. Il peut avoir aussi un impact sur les perceptions du public. Donc, faites attention parce que en matière de limites, ça a un impact aussi bien sur l'image de vous en tant que professionnel, aussi bien l'image de votre entreprise, de votre organisation, et aussi bien l'image que les autres clients peuvent avoir de vous et de votre organisation. Elles peuvent être, il ne s'agit pas non plus d'être méchant ou d'être, j'allais dire un peu sec. Elles peuvent être maintenues tout à fait malheureusement. Il y a un simple exemple. Il y a une grande pensée de tout le monde. C'est si je refuse d'aller chez eux dîner, ils vont être offensés, ce sera pris comme une insulte. Non. Pas forcément pris comme une insulte si c'est dit de façon appropriée, si vous basez votre réponse de façon professionnelle et basée sur les politiques et les procédures de votre organisation. Donc vous voyez, il y a toujours moyen de maintenir les limites de façon chaleureuse. Alors, comment éviter les problèmes avec la famille? Si jamais ça va un petit peu, il y a trop de tension, regardez votre superviseur. Bien souvent, votre superviseur sera capable de vous donner un petit peu plus de directives, un petit peu plus de conseils.
Si vous êtes un petit peu dans une situation un petit peu trop délicate, votre superviseur en général est là pour cadrer les choses. Les collègues aussi, une petite réunion d'équipe pour vous en parler de façon tout à fait normale et vous pouvez avoir les feedbacks de vos collègues. Si vous vous sentez trop près d'une famille, d'un membre de la famille, parlez-en en général à votre superviseur ou à un collègue. Évitez de vous allier avec certains membres de la famille et pas d'autres. Donc bien souvent, ils vont le sentir très rapidement. Donc essayez le plus possible de rester objectif, de voir un petit peu qu'est-ce qui marche avec l'un ou l'autre, mais gardez toujours cette position d'objectivité, si possible. Et enfin, gardez la perspective. Toujours. Ça c'est une chose qui, au début de ma carrière, c'était très très difficile. Surtout quand on travaille dans le communautaire. Donc pour ceux qui viennent de commencer, je pense même que pour ceux qui ont des années d'expérience, c'est toujours quelque chose qui est un petit peu difficile. Chaque personne a un chemin à parcourir. Vous pouvez les aider, mais vous ne pouvez pas voyager pour eux. Donc, combien de fois nous avons vu certains de nos clients aller vers le mur, on est sûr qu'ils vont vers le mur, on leur dit qu'ils vont vers le mur, et pourtant, ils vont vers le mur, et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, c'est leur chemin, c'est leur parcours, c'est leur voyage. C'est à eux de faire ce voyage et pas à vous. Vous pouvez les aider, mais c'est eux qui font le voyage et pas vous. Donc voilà. Et merci à tous. Et j'espère que ça vous a apporté énormément. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et je vais laisser la parole à Stéphanie maintenant, qui va finir la conclusion sur le sondage que vous allez recevoir dans juste après cette session. Oui. Donc restez en ligne et Stéphanie va vous donner un petit peu les rappels sur le sondage. Et je vous remercie très, je veux dire très much. Je vous remercie beaucoup. Et j'espère vous voir à la nouvelle année fiscale pour les nouveaux ateliers. J'espère que tout le monde a eu suffisamment d'informations. Merci Isabelle, merci Patrick, merci Sofiane. J'espère que ça t'a arrangé ton problème technique, Sofiane. Et tous ceux que j'ai vus et dans mes différents ateliers, je vous dis à la prochaine. La nouvelle année fiscale arrive. Nous attendons les réponses de nos bailleurs de fonds. Donc on saura un petit peu plus sur la nouvelle perspective de la santé mentale. Vu que c'est notre premier webinaire sur le travail avec la famille, nous allons pouvoir continuer un petit peu à faire des petites capsules. Encore une fois, très intéressant. Merci Chantal. Georgette, oui, vous aurez l'exposé. Georgette, il n'y a aucun problème, ça va arriver sur le site web. Donc merci Chantal et Georgette, oui, l'exposé, le PowerPoint sera sur le site web et le webinaire sera sur le site web dans à peu près une semaine, 10 jours. Merci à tous et Marie, merci Marie, Clarisse, merci. Je vous souhaite tous un très bon week-end. Merci Angela et je vous vois tous très bientôt dans nos futurs ateliers et puis super week-end à tout le monde. Merci Pascaline, à très bientôt. OK. Je veux dire merci à Jean-Paul. C'était vraiment intéressant. Et puis, comme j'avais dit en avant, quand tu fermes la fenêtre de la présentation, une nouvelle fenêtre va ouvrir. Puis, il y aura un bref questionnaire d'évaluation
Comme j'ai dit avant, le questionnaire sera en anglais parce que notre évaluateur ne parle pas le français. Alors, s'il vous plaît, le remplir. Cela vous prendra 1 minute. Si tu as des problèmes et tu ne peux pas le trouver, tu peux m'envoyer un message. Je vais écrire mon email ici. Alors, ça c'est moi, sgelman@hongfook.ca. Alors, on espère d'avoir toutes les informations sur le site de web. Je vais l'écrire celui-ci aussi. Alors, ça c'est notre site de web. On va avoir toutes les informations sur le site web dans environ 1 semaine. Après ça, si tu ne le peux pas trouver, tu peux m'envoyer un message et je vais l'envoyer à toi. Puis, merci beaucoup. J'espère qu'on reçoit plus d'argent et on peut continuer notre bonne formation. Et au revoir et bon week-end. Merci. Pretty good. 25 people? 26 people? Yeah.